Voici les images que l'on voit partout en France, des minutes de silence, des rassemblements de femmes et d'hommes politiques et aussi de citoyens farouchement attachés aux valeurs de la République. Ces prises de vue ont été faites il y a quelques instants derrière la place du Capitole. C'est évidemment en hommage aux 12 morts. C'est le bilan de la tuerie perpétrée dans les locaux du journal satirique Charlie Hebdo aujourd'hui. 2 à 3 individus armés de fusils automatiques ont fait un carnage en criant information non confirmée, vengeance. Le journal était sous protection policière depuis la parution des caricatures du prophète ayant entraîné de nombreuses menaces de représailles envoyées par des intégristes. Parmi les victimes, les dessinateurs Cabu, Tinius, Wolinski et le rédacteur en chef Charb que nous avions rencontrés en 2010 et qui nous racontait son farouche attachement à la liberté de la presse. À partir du moment où un journal arrive à vivre uniquement de ses ventes et non pas de publicité ou d'actionnaires fortunés, oui, on est libre. Il n'y a ni de censure ni d'autocensure à l'intérieur de Charlie Hebdo, ce qui n'est pas le cas dans les autres journaux dans lesquels on peut travailler. C'est-à-dire que tout ce qui est procès politique ou les procès autour de la religion ou de l'extrême droite, on n'évitera pas un procès. Ça nous dérange pas d'aller devant un tribunal et de nous battre contre ces ennemis qui sont nos ennemis depuis toujours et qu'on assume parfaitement. Une autre victime de cet attentat est l'économiste toulousain Bernard Maris, bien connu des auditeurs de France Inter et des universitaires toulousains et qui avait été notre consultant journaliste sur notre chaîne TLT dans les années 90. Greg Lamazer et notre ancien confrère Franck Gaillard l'avaient rencontré à de nombreuses occasions suite à ses parutions de livres. Souvenirs. Vous êtes journaliste ? Pas vraiment, non. Moi je ne suis pas un bon journaliste. Non. Un bon journaliste, il a les yeux qui brillent, il est très passionné par le scoop, par l'info, il a le téléphone coincé sur l'oreille, il cherche vraiment, il fouille. Il a un côté fouille-merde. Non, moi je suis plus un chroniqueur. C'est pas pareil, le chroniqueur, c'est à côté, un petit peu à côté. Alors, bibliothèque de Bernard Maris. Bernard Maris, tous ses livres, des millions de volumes. Mais c'est vrai que quand on va chercher l'économiste de gauche, on va me chercher, oui. On dit, voilà, c'est une position difficile. Non, tiens, on a un économiste qui est poli et il est de gauche néanmoins, donc on va le prendre. Il est présentable, ouais. Il est propre sur lui, on peut le présenter. Donc ça, faut vous mettre dans un zoo, parce que vous êtes une espèce. Non, mais c'est vrai que non, les économistes de gauche, il n'y en a pas beaucoup, hein, franchement. Ouais, oui. On en a très peu. Mais sinon, c'est-à-dire qu'ils sont pas... en général, ils sont restés un peu plus... teigneux. Trop teigneux, non, ils sont restés plus sérieux que moi. Moi, j'ai un côté... vulgarisateur. Voilà, j'ai un côté... humoristique aussi. Humoristique qui fait que je passe mieux, je crois. Hein, parce que sinon, la lutte des classes, tout ça... Toute la sphère politique nationale et locale a réagi. Jean-Luc Moudenc a été ferme, je cite sa réaction sur Twitter. Devant le crime odieux commis à Charlie Hebdo, la République doit se rassembler, comme Toulouse avait su le faire en mars 2012. Il fait ici évidemment référence aux attentats perpétrés par Mohamed Merah. De plus, tous les élus de la ville de Toulouse, quelle que soit leur couleur politique, ont signé un communiqué dans lequel ils présentent une union sacrée face à la barbarie terroriste et soutiennent l'action du gouvernement pour retrouver les auteurs de ces crimes afin que la justice les sanctionne de la manière la plus stricte qui soit. Au niveau de la région, Gérard Onesta, vice-président Europe Écologie Les Verts, s'est exprimé de manière viscérale au micro de Benjamin Bonte et de Alain Sorat. On mesure tous la part de nous qui vient d'être atteinte. Et qu'est-ce que c'est que cette société où on assassine les plus indispensables de nos clowns? Parce que ce que disait Charlie, à travers cette liberté qui était la leur, est indispensable pour simplement contrer la bêtise du monde. Et ce matin, c'est la bêtise la plus absolue, la plus barbare qui s'est exprimée. Donc bien évidemment, la première chose, c'est penser à ces victimes, à leurs proches, mais également appeler tous les démocrates, tous les républicains à faire front, à descendre dans la rue, dès ce soir, dès demain, peu importe, de manière ordonnée, désordonnée, pour dire non, pour dire Charlie continuera à vivre à travers nous, parce qu'on rira de la bêtise humaine jusqu'au bout. Et quelque part, j'ai envie de le dire à la Charlie, on vous emmerde. On vous emmerde, les cons qui sont capables de faire ça, on vous emmerde. Un rassemblement a lieu en ce moment même, donc place du Capitole, en signe de solidarité avec les victimes et plus largement pour la liberté de la presse, pour la liberté d'expression et contre l'obscurantisme. Un autre rassemblement a eu lieu devant le commissariat central de Toulouse puisque parmi les victimes on compte 2 policiers. Évidemment, l'ensemble des équipes de Télé Toulouse exprime son soutien aux familles et aux amis des disparus et en tant que média affiche toute sa solidarité avec le journal Charlie Hebdo.
Quelles conséquences à Toulouse pour le plan Vigipirate? On sait qu'en Ile-de-France, il est désormais au niveau alerte attentat. À quoi doit-on s'attendre chez nous? Élément de réponse avec Didier Martinez de la police nationale au micro de Anna Guerre et de Romain Chevalier. Alors c'est un plan maximum d'alerte Vigipirate qui ne concerne pour l'heure que la région Île-de-France. Il avait déjà été déclenché une fois, c'était en région Midi-Pyrénées justement au moment de l'affaire Mera. Là c'est la deuxième fois qu'il est donc activé, qui ne concerne que l'Île-de-France. Pour autant, les préfets ont reçu pour instruction de faire un message de vigilance à l'ensemble des effectifs et des commissariats, et donc en particulier à Toulouse, les surveillances, les vigilances du personnel qui est parfaitement rodé à l'exercice va être accrue avec peut-être des équipements supplémentaires, des gilets pare-balles extérieurs et des moyens de protection complémentaires. En période de fête, notamment au mois de décembre, on avait également demandé au personnel, après l'affaire de Joué-les-Tours ou de Nantes en particulier, d'être particulièrement attentif et vigilant. Donc à Toulouse, les collègues sont parfaitement aguerris à ce genre de mission et la note qui vient de nous parvenir et qui demande la vigilance accrue et une surveillance optimale à tous les niveaux, eh bien, ça sera encore une fois un épisode supplémentaire pour les policiers toulousains qui sont parfaitement rodés à l'exercice. Bien évidemment, nous reviendrons sur ce drame demain et sur la façon dont il résonne à Toulouse. Dans le reste de l'actualité, Pierre Izard a présenté ses vœux à la presse ce matin. C'était avant le drame de Charlie Hebdo. C'est la 26e et dernière cérémonie du président du Conseil général de la Haute-Garonne, puisqu'il a décidé de ne pas se représenter. Retour sur les raisons de cette décision avec Marlène Canal. Pour Pierre Izard, bientôt 80 printemps, l'âge, c'est forcément un argument, mais pas seulement. Pour le président du Conseil général, c'est aussi un peu la crainte de voir disparaître la collectivité qu'il préside depuis 1988. De son côté, Martin Malvy a annoncé hier qu'il ne briguerait pas un 4e mandat à la tête de la région Midi-Pyrénées. Alors, qu'est-ce qui a motivé ces deux hommes de gauche dans leur décision? Un peu la lassitude. Moi, je suis depuis 26 ans président du Conseil général. J'avoue que je l'ai fait par enthousiasme et je le fais aujourd'hui un peu par devoir, respectueux de l'engagement politique de gauche qui est le mien. Mais au demeurant, après un temps, bien un autre, je crois que ça repose sur nos deux décisions de la même manière, mais il y a un ensemble qui fait qu'il ne fallait pas de cette décision. Un peu aussi, à ce qui me concerne, déçu par la réforme territoriale telle qu'elle se dessine. Je suis un des derniers animaux politiques de la Haute-Garonne, a lancé le président du Conseil général ce matin. Il s'agit pour lui d'exercer sa fonction en défendant un contexte politique, une qualité qu'il souhaite à son successeur. Il y a au moins une dizaine de mon bord politique, hommes et femmes confondus, qui sont tout à fait capables de prendre l'engagement d'assurer de telles responsabilités. Donc il n'y a pas de problème à ce sujet. Mais je ne me permets pas et je ne me reconnais pas le droit de choisir qui que ce soit tout seul. En matière de transport, Pierre Izard a confié ne plus croire à la réalisation de la LGV Paris-Toulouse au vu du coût très important de l'opération. Il reste en revanche très mobilisé quant au devenir de l'aéroport. Je reste contre le fait que les collectivités locales et l'État n'aient plus le contrôle majoritaire de l'avenir et l'expansion et tout ce qui concerne à la fois l'aéroportuaire, le développement économique, je pense à l'aéronautique, mais aussi les notions d'environnement et les notions d'agrandissement qu'il faut contrôler de la vie de l'aéroport. Je me battrai de la même manière à la place où je serai pour défendre ces idéaux qui me paraissent très importants. Lors des prochaines élections des 22 et 29 mars, le Conseil général pourrait bien basculer à droite, une hypothèse que Pierre Izard réfute. Quant au transfert des compétences du département vers une autre collectivité, la question est pour l'instant en suspens. Je vous souhaite que lorsque l'Assemblée nationale va discuter des compétences, non seulement nous les gardions, celles que nous avons, mais que nous puissions en avoir de nouvelles. Il faut voir ce que l'on prend aussi. Par exemple, nous avons une politique ici très généreuse en matière de transport scolaire. Est-ce que celui qui le prendrait va respecter la gratuité des transports scolaires que nous menons jusqu'à ce jour? J'ai des doutes. La franchise, c'est ce qui caractérise le président du Conseil général de son aveu même. Et c'est tout naturellement qu'interrogé sur la politique du gouvernement, il répondra « Si j'étais parlementaire, je serais sans doute frondeur ». Économie maintenant, on a appris aujourd'hui que Boeing a réalisé en 2014 la meilleure performance commerciale de toute son histoire. De son côté, Airbus donnera ses chiffres le 13 janvier prochain. Selon l'agence Reuters, l'avionneur a concrétisé lui aussi une de ses plus belles années en termes de commandes. Le fait marquant pour l'industrie aéronautique en décembre dernier était la livraison du premier A350. Nous y revenons avec Marlène Canal.
Lundi 22 décembre, Airbus a livré son tout premier A350 XWB à Qatar Airways. Une journée historique pour Fabrice Brégier, le PDG d'Airbus, qui a finalement remis les clés du nouveau biréacteur long courrier européen à Akbar Al-Bakr, le directeur général de Qatar Airways, avec une dizaine de jours de retard. On dit la compagnie qatari exigeante. Oui, mais enfin, ce sont des points de détail qui d'ailleurs n'étaient pas dus à Airbus, comme l'a rappelé le patron de Qatar Airways, mais plus à des sous-traitants de la cabine qu'il avait lui-même choisi. Ça n'est rien par rapport à 7 ans de développement. Et de toute façon, notre engagement était de le livrer avant la fin de l'année. Nous l'avons tenu. L'A350 XWB Extra Wide Body possède une cabine extra large comme son nom l'indique. Il est doté des technologies les plus avancées, composé à 53% de matériaux composites et équipé de réacteurs Trent XWB de Rolls-Royce très silencieux. Il est plus léger et donc moins gourmand en kérosène que ses concurrents, près de 25% de moins que le 787 Dreamliner de Boeing. Son rayon d'action est en moyenne de 15 000 km sans escale. On lance un avion avec une feuille de papier blanche et ensuite, évidemment, on fait travailler environ 7000 ingénieurs pendant 7 ans pour arriver à ce résultat magnifique. Donc c'est beaucoup de risques pris et notre métier, eh bien, c'est de limiter ces risques et d'arriver à cette livraison à temps. La compagnie qatari a commandé 80 appareils au total. Le deuxième doit être livré en février. À ce jour, l'A350 totalise 780 commandes fermes auprès de 41 clients, ce qui assure d'ores et déjà au programme un succès commercial qui devrait mettre à mal son concurrent Boeing. En tout, ce sont 12 milliards d'euros qui ont été investis depuis 2007. Lundi, 14h, l'A350 de Qatar Airways s'est lancé pour son premier vol inaugural à destination de la presse pour un petit tour au-dessus des Pyrénées. Demain, bien évidemment, nous reviendrons sur l'attentat commis à Charlie Hebdo avec les réactions politiques de Jean-Luc Moudin et aussi de Martin Malvy. Et le signe de tous les Républicains est à côté de moi. Je suis Charlie. À demain. Merci à tous.